Commencer, merci. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Donc, hier, on a eu deux sessions qui parlaient de pourquoi est-ce que le département learning devenait stratégique pour les entreprises et comment est-ce qu'on pouvait mesurer ça à l'aide de nouvelles KPI. Et donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de résumer ces deux sessions en une. Je vais vous présenter ça dans un instant. D'abord, très rapidement, commencer avec Coursera, si vous ne nous connaissez pas. On est une entreprise qui a été fondée dans le Silicon Valley en 2012, avec comme idée de donner le meilleur contenu possible aux apprenants par l'intermédiaire des technologies. On a gardé la même idée. Aujourd'hui, on sert également les entreprises. Mais principalement, ce qui fait notre différence, c'est que pour chaque thème qu'on va couvrir, on va essayer d'aller chercher la marque qui a le plus de poids et qui a le plus de crédibilité dans le domaine sur lequel on veut que l'apprenant après se développe. Donc, ça permet plus d'engagement et ça permet également d'avoir une certification qui ensuite, on pense, a plus d'impact dans la carrière des apprenants. Donc la raison pour laquelle on voulait parler du sujet du L&D qui commence à devenir très très stratégique dans les entreprises, en tout cas qui devrait l'être. Moi, il y a 12 ans, l'année de fondation de Coursera en 2012, il y a 10 ans, j'étais chez Gartner et j'étais dans la partie advisory pour les directeurs IT des universités. Et à l'époque, on avait des questions qui étaient de l'ordre de comment est-ce que, en tant que directeur IT, en tant qu'équipe IT, on peut passer d'une image de cost center, où on coûte juste de l'argent à la société, à une image plus stratégique et on montre ce qu'on est capable d'apporter à l'entreprise et à l'université. Il y avait aussi d'autres questions sur est-ce que Coursera va détruire les universités. Ça n'a pas été le cas, je vous rassure. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question-là, aujourd'hui, c'est la même question qu'on entend qui vient de nos clients en L&D. Et c'est totalement nouveau. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle c'est en train de devenir le cas, cette question se fait de plus en plus pressante, c'est parce qu'avec les changements qu'on a vus ces dernières années, on avait déjà, avant le Covid, 23 postes qui étaient demandés par 85% des entreprises. 23 postes. Ce qui veut dire que tout le monde était en compétition sur 23 postes. Vous étiez votre entreprise, les cabinets de consulting, les big technology firms, tout le monde était sur ces mêmes postes-là. Ce qui s'est passé avec, le Covid, c'est que ça s'est accéléré. Les besoins d'automatisation, digitalisation sont bien entendu accélérés également. Et ce qu'on a vu aussi qui était plus surprenant, c'est que ce qu'on appelle les frontline workers, alors c'est la façon dont on parle des blue collars, si vous voulez un terme un petit peu plus col bleu, un petit peu plus ancien, ce sont ceux qu'on a le plus perdus après la pandémie. Et ce sont ceux qu'on a le plus de mal à recruter aujourd'hui et on a le plus de difficultés à trouver les bonnes compétences. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une économie où vous n'avez pas les bonnes compétences en termes de hard skills pour les white collars et vous n'avez pas non plus la possibilité de recruter des blue collars. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des CEO qui s'en rendent compte, on a des entreprises qui s'en rendent compte et qui commencent à mettre le sujet sur le devant de la table, devant les autres. On va voir dans un instant, d'ailleurs, quels sont les sujets sur lesquels les CEO travaillent cette année. Mais ce que je voulais vous demander d'abord, on va essayer de faire une présentation un petit peu interactive. Donc là, on utilise Slido. Vous pouvez prendre le petit QR code en haut de l'écran en photo. Vous allez arriver sur une page qui va vous permettre de voter. C'est un petit flash poll, une petite enquête instantanée. Et vous pouvez aussi, en utilisant le même code, ensuite poser des questions au fur et à mesure de la session. Comme ça, on pourra y répondre à la fin. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, on a des réponses un petit peu différentes à chaque fois qu'on fait cet exercice. Alors, je vais vous montrer l'ensemble des options. Vous allez les voir après sur votre téléphone. Vous avez croissance grâce à l'innovation, croissance grâce à la productivité, technologie, rétention et attraction. Et donc, en fait, la question, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, vos entreprises mesurent la portée stratégique du L&D sur toutes ou certaines de ces différentes activités? OK. On va avoir 10 participants, donc c'est pas mal comme sample. Et on en a un qui se dégage très très nettement, c'est croissance grâce à l'innovation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le test 4 fois avec 4 populations différentes, dans 4 salons différents. Et on a eu des résultats différents. On a eu, par contre, toujours les mêmes 3, qui sont croissance grâce à l'innovation, grâce à la productivité, et rétention des collaborateurs. La première fois, on avait rétention des collaborateurs qui arrive en premier. On avait productivité la deuxième fois, et hier et aujourd'hui, c'est innovation. C'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui,
vous êtes perçu en tant qu'acteur du L&D comme un acteur de l'innovation pour l'entreprise. C'est assez fabuleux. Et il faut voir comment est-ce qu'on peut être capable, parce que la rétention des collaborateurs aujourd'hui, il y a, je crois, 3 grands leviers de rétention des collaborateurs. Sur ces 3 grands leviers, L&D a une influence sur 2. D'accord ? Ces 2 leviers, c'est développement dans l'entreprise et c'est capacité du manager. Voilà. Donc en fait, la qualité de votre management. Donc du coup, il faut être capable aussi peut-être de donner un petit peu plus de poids à l'importance qu'on peut avoir sur la rétention des collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la majorité des CEO, la majorité de nos dirigeants qui pensent que la rétention des collaborateurs est un des top 3 sujets de l'année 2023, pour eux, en tant que leur principale priorité. 15% des seniors exécutifs pensent que ça fait partie de leur top 3 sujets. Juste la rétention. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que avec le contexte qu'on a vu, il y a énormément de changements qui sont produits. Croissance est toujours en tête de la liste, mais vous voyez qu'ils perdent du terrain. Ce qui gagne le plus de terrain aujourd'hui, c'est les questions liées à la force de travail. Et quand ils parlent de force de travail, ils parlent de rétention des talents, ils parlent de talent acquisition et de DEI. C'est aujourd'hui la deuxième plus grosse croissance. Et on voit aussi que, indirectement, puisque vous parliez d'innovation, vous êtes reconnus comme étant des acteurs d'innovation, tech-related et croissance. Donc croissance par l'innovation, ça fait partie des priorités sur lesquelles on peut avoir une influence. Et tech-related, qui mieux que le L&D, à une époque où on ne peut plus recruter ou difficilement des gens à l'extérieur, peut avoir une influence sur ce secteur-là. Aujourd'hui, ce département, Learning and Development, est le département peut-être qui a le plus d'influence sur les priorités de nos dirigeants. Donc c'est important, mais comment est-ce qu'on est capable de se transformer pour y répondre ? Comment est-ce qu'on est capable après de prouver également notre impact en changeant un petit peu peut-être de logiciel et de façon dont on présente nos résultats ? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier point qu'on voulait adresser, c'est créer une learning culture. Parce que du coup, si vous arrivez à engager vos employés, vous allez pouvoir ensuite prouver des résultats. D'accord ? Et ensuite, une fois que vous avez obtenu des résultats, comment est-ce qu'on peut les analyser ? Lorsqu'on a travaillé avec nos clients sur quels sont les différents types d'apprenants dans l'entreprise, on a la chance d'avoir 110 millions d'apprenants dans le monde entier, d'avoir plus de 700 entreprises clientes, et donc ça nous permet d'avoir pas mal de données. Vite, vous n'y êtes pas. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait, en simplifiant à l'extrême, 3 grands types d'apprenants qui se dégageaient. Alors le premier type d'apprenants, ce sont les natural learners. Donc ça, ce sont des gens, bon, vous allez me dire, c'est les jeunes. Pas uniquement, mais c'est vrai qu'ils représentent une bonne majorité d'entre eux, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont perçu l'intérêt d'apprendre toute leur vie, qui ont cette culture, ce qu'on appelle le growth mindset dans les pays anglo-saxons, qui ont cette culture du développement, qui savent qu'ils ne vont pas passer leur vie dans la même entreprise ou dans le même poste et qui se préparent déjà pour le prochain. Ces gens-là, ils sont en demande. C'est des gens que vous voulez garder dans votre entreprise le plus longtemps possible, et donc vous n'avez pas grand-chose à faire pour eux, il faut juste réussir à les nourrir. S'ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin, ils vont aller le chercher à l'extérieur, mais ils ne seront pas contents. Et ils ne seront pas contents de l'entreprise et ils risquent de vouloir partir. La troisième catégorie, qu'on appelle resistive learner, ce sont des gens pour qui, honnêtement, ça n'a pas forcément d'intérêt de passer beaucoup de temps à essayer de les convaincre. Ce sont des gens qui vont vous dire « Non, mais attendez, vous ne respectez pas mes 30 ans d'expérience dans le métier en me demandant d'apprendre des choses nouvelles. » C'est des gens pour qui le learning peut des fois être perçu de manière très négative. Ils n'apprendront pas à moins qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont menacés. Donc, pas forcément une bonne population pour passer du temps. Et il faut aussi passer ce rêve de se dire, je vais réussir à engager 100% de mes collaborateurs. Il y a des gens qui ne veulent pas. Et c'est vraiment trop difficile de les convaincre et on y perd trop de temps. La catégorie la plus intéressante et celle sur laquelle on passe le plus de temps avec nos clients, c'est ce qu'on appelle les shy learners. Ce sont des gens qui vont vous dire, et vous avez entendu tous cette phrase plusieurs fois, j'imagine, « j'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps ». Ce sont des gens qui, en fait, c'est pas une question de temps, le temps, c'est très bien que c'est une question de priorisation, mais donc du coup, qui n'arrivent pas à prioriser le learning par rapport à d'autres activités. Et pour ces gens-là, ce qu'il faut faire, c'est les aider. Les aider déjà à comprendre ce qu'il y a pour eux dans le learning, qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner dans l'entreprise et dans leur carrière d'ailleurs. L'autre aspect qu'il faut adresser pour ces différentes catégories de shy learners, parce qu'il y en a des différentes, c'est être capable de leur offrir suffisamment de guidance en anglais, donc être capable de les aider à trouver le bon contenu, être capable de comprendre l'offre qu'on leur met à disposition.
Ça, c'est la partie la plus difficile et c'est celle sur laquelle vos différents écosystèmes peuvent vous aider également. En termes en termes de culture, il faut vraiment être capable de faire deux choses. Un, mettre en avant les succès des apprenants qui ont réussi à obtenir des résultats en apprenant. Parce que grâce à ça, ça va en entraîner d'autres. L'autre aspect, c'est les managers qui montrent la voie et qui montrent l'exemple. On a eu une entreprise en Italie, manufacturière de plus de 50 000 employés, qui, dès le jour où Coursera a été lancé pour l'ensemble de leurs collaborateurs, leur CEO a été posté un certificat de cours qu'il avait complété chez Coursera, le CEO. Du coup, on a eu immédiatement 20% d'engagement sur l'ensemble de l'entreprise. Attention, c'est une entreprise qui a 40 ans de moyenne d'âge. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les jeunes qui peuvent faire du digital learning. Donc ça, c'est important de montrer et de l'idée par l'exemple. Et puis, être capable de leur offrir quelque chose qui est facile d'accès. Parce que si vous demandez aux apprenants de mettre de côté leur vie pour aller apprendre, ils risquent de mal le prendre. Si vous leur dites, par contre, le learning va s'adapter à votre emploi du temps, à vos besoins, à vos contraintes, là, ils seront plus faciles à engager. Donc, quel écosystème vous permet d'adresser ces différentes demandes des shy learners, mais aussi ceux des natural learners, qui, eux, vont être un petit peu plus proactifs? On voit que les changements qui s'opèrent depuis des années, alors pas uniquement sur la technologie, puisqu'on a bien vu qu'on ne communique plus du tout de la même façon dans le monde du travail ou même dans la société de manière générale qu'il y a 10 ans. Il y a plein de changements profonds qui s'accélèrent et notre capacité en tant qu'L&D à y répondre et à les comprendre et à les anticiper, elle est de plus en plus restreinte. Donc du coup, on n'est pas en mesure d'anticiper ces différentes demandes du business et de la société. Et derrière, on a aussi un changement dans quel type d'employés on a dans nos entreprises. Alors auparavant, on était assez siloté. L'idée, c'était d'avoir un employé qui était de plus en plus spécialisé dans son rôle ou alors qui montait en management, mais toujours dans son domaine de compétences. Ce qu'on a vu évidemment avec la digitalisation, c'est une approche multidisciplinaire. C'est des gens qui étaient capables de faire des projets avec différentes compétences et d'être capables aussi un petit peu de faire de la mobilité interne. Et ce qu'on voit dans le futur, ce sont des employés qui sont capables déjà d'utiliser les outils d'intelligence artificielle. Je pense que vous êtes tous peut-être aller faire un tour sur ChatGPT et voir à quel point ça peut nous aider sur des tâches assez répétitives ou des tâches de recherche. Voilà, c'est typiquement le type d'employé dont on va avoir besoin. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont encore concentré la façon dont ils organisent leur learning sur cette catégorie, sur cette façon de travailler, par département et par spécialisation. Donc, alors, ça c'est un travail de Berzin, et Josh Berzin en voit 5. On a réduit, on a un petit peu simplifié à 4, avec l'aide de ChatGPT d'ailleurs. Mais en fait, on a vu 4 grandes tendances et ères dans le learning en entreprise. Le premier, c'était quand j'ai commencé ma carrière, on n'était que sur du classroom et on avait très peu de choses à côté. On avait quelques e-learning qui étaient faits par... J'ai commencé ma carrière chez Capgemini et c'était en 2007. Et les seuls trainings qu'on avait, c'était 1 ou 2 jours de training chez Crotamer pendant 7 heures. On apprenait la vente et un peu de communication. Par contre, lorsque je voulais apprendre ce que j'allais vendre aux clients, comment comprendre leur système informatique, je n'avais absolument rien. Et j'étais complètement paumé quand j'allais voir mon client. Donc du coup, aujourd'hui, on a développé... la deuxième ère s'est appuyée sur du e-learning externe avec des modules qui étaient achetés à l'unité en fonction des thèmes. Donc c'était très bien, mais c'était très limité, évidemment, puisqu'on peut acheter que certains thèmes. Donc on est obligé de faire des choix. Et puis, ce qui s'est passé, alors Gartner a évalué que c'est en 2016 que ça a pris la première place en termes de Learning Channel dans l'entreprise, mais les On-Demand Open Libraries sont arrivés et ont permis d'avoir un nombre de sujets couverts illimité, de pouvoir couvrir beaucoup plus de monde et d'avoir des cours qui étaient toujours mis à jour, ce qui est très différent du modèle e-learning. Dans les Open Libraries, vous devez en connaître, donc Coursera en fait partie, bien entendu. On a aussi Udemy, LinkedIn Learning, qui a été la première également, quand elle s'appelait Lydia. Voilà, ce sont ces acteurs-là aujourd'hui qui dominent le marché. Et puis ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est de plus en plus de demandes, puisque on a vu que le classroom learning est descendu, mais on a quand même besoin d'approche humaine, on a quand même besoin de support humain. Et donc du coup, c'est le tutoring. Donc le tutoring, ce qui est différent par rapport au modèle précédent, c'est que les clients nous demandent de s'appuyer d'abord sur leur offre digitale qui représente la majorité de leur catalogue et d'apporter une couche en fait humaine et d'accompagnement là-dessus, d'animation également, on entend beaucoup.
Donc ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises comme la nôtre qui y réfléchissent très sérieusement et qui aimeraient construire plus de partenariats là-dessus. La nouvelle ère qui s'ouvre, c'est ce qu'on appelle les Capability Academies. Alors, dans l'ère du digital learning, on avait des très très grands catalogues qui étaient ouverts. Alors, soit on était une entreprise qui avait acheté énormément de e-learning à l'extérieur ou qui en avait fait quelques modules, qui avait ouvert des immenses catalogues type LinkedIn Learning. On avait parfois 30 000 cours. J'ai un client qui a 30 000 cours dans son LMS. 30 000. Comment voulez-vous vous y retrouver avec 4 ou 5 différents partenaires dont on ne sait pas quelles sont les spécialités, dont on ne sait pas à quoi ils servent, ce qu'ils ont de différent? C'était très difficile, on avait un paradoxe du choix qui était énorme. Et donc, l'idée des Capability Academy, c'est de dire, OK, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble chez nous, c'est de dire, OK, on part du besoin de l'apprenant, de son objectif professionnel, et on va être capable d'analyser ses compétences. Et dès lors, une fois qu'on a son niveau et son objectif, on va être en mesure de recommander les bons cours pour cette personne-là et son objectif. Donc c'est une individualisation à l'extrême en fait du besoin d'apprentissage. Alors, c'est la raison pour laquelle les LXP ont beaucoup de succès aujourd'hui. Encore une fois, il y a beaucoup de fournisseurs de contenu comme Coursera, Udemy qui ont leur version des Capability Academies. Ça peut se mettre en musique dans justement un écosystème où vous avez un LXP, un LMS et des content providers premium. Donc nous, comment ça fonctionne? On part, par exemple, je prends l'exemple de software engineer, on part du software engineer. Donc là, c'est un objectif de reskilling, c'est quelqu'un qui veut devenir un software engineer, donc il y a beaucoup de compétences qui sont liées à cet objectif-là, sachant qu'on vous offre la taxonomie des compétences, comme The Grid ferait par exemple, et vous pouvez la customiser en fonction de vos besoins si vous en avez. Mais vous n'avez plus besoin de faire votre taxonomie vous-même en partant de zéro, ça c'est très important également. Donc on a ces compétences qui sont listées. Derrière, on va permettre à l'apprenant de faire un test sur ses compétences et savoir où il en est réellement. Ça vous permet de faire, si vous êtes capable de le faire à l'échelle, ça vous permet de faire un gap analysis assez immédiat sur où est-ce que vous avez les compétences, où est-ce que vous n'en avez pas. Et derrière, en fonction des résultats, on va avoir la liste des cours qui vont être recommandés pour chaque compétence. Et vous pouvez faire ça par skills également. Donc c'est là que le marché est en train de s'orienter et du coup, ça permet d'avoir beaucoup de temps libéré pour les équipes L&D, de passer pour certaines équipes beaucoup de temps à chercher du contenu à l'extérieur, à chercher quel module e-learning je vais acheter pour ces différents besoins, ou à créer du contenu vous-même. Regardez le nombre de vendors ici qui peuvent vous permettre de donner un outil à vos subject matter experts pour qu'ils créent le contenu vous-même. Donc du coup, on voit le département L&D de plus en plus prendre du temps pour expliquer le contenu qu'ils offrent à leurs apprenants, pour comment coacher leur HRBP, mais également devenir ce qu'on appelle un skill center. Donc, c'est l'idée dans le futur où on aura dans le département L&D la possibilité de dire voilà où il nous manque des compétences de manière proactive, voilà où elles sont, voilà comment on les met en relation, être le centre qui permet de créer la mobilité interne également et être capable d'aller recruter à l'extérieur les bonnes compétences, de former les gens et de les envoyer dans les bons départements. Donc il y a vraiment un gros changement qui est en train de s'opérer. On ne sait pas, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, l'impact stratégique que le L&D a aujourd'hui sur les priorités actuelles et peut avoir demain est énorme. Et donc comment est-ce qu'on va être capable de le prouver et comment est-ce qu'on va être capable d'améliorer la perception auprès de nos dirigeants. Donc on va retourner sur Slido juste un instant pour voir quels sont aujourd'hui les KPI que vous utilisez pour reporter vos résultats chaque année. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre sur Slido dès maintenant. Ouais. Ok, donc on a 15... Oh là, ça s'est resserré. Ça s'est énormément serré, ok. Super. Alors, Learning Hours, heures d'apprentissage, reste encore aujourd'hui, et à chaque fois qu'on pose la question, le numéro 1.
Et vous seriez surpris parce que même des entreprises qui ont un siège au comité exécutif, enfin qui donnent à leur leader L&D un siège au comité exécutif, continuent à mesurer ça comme ça. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça à nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on continue à reporter les learning hours? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, un CIO, un directeur IT va dire bah, très bien, monsieur le CEO, voici le nombre d'heures que vos employés ont passé l'année dernière sur les outils qu'on a mis à leur disposition. Ok, très bien, continuez. Enfin, je ne sais pas, vous prenez un employé par exemple dans une entreprise, vous allez lui dire lors de sa performance review, bon bah bravo, tu as passé 1h30 de plus au bureau que l'année dernière. Continue. On n'a pas d'histoire à raconter sur les learning hours. On n'en a pas. Vous avez même, c'est même parfois contre-productif. J'ai un exemple de plusieurs clients dans l'industrie automobile particulièrement, où à chaque fois qu'ils reportaient plus de learning hours chez les frontline workers, hein, nos cols bleus, ils se faisaient prendre une volée de bois vert parce qu'on disait, bah, voilà, c'est du temps que vous avez pris à notre productivité. Merci beaucoup, vous arrêtez de faire ça. On veut moins de learning hours. Oh, bon. Maintenant, vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'on va apprendre plus longtemps qu'on va réussir à avoir plus d'impact et que ça va réussir à aider l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour montrer quel impact on a? Ah oui, d'ailleurs, juste pour revenir sur ça, le taux d'engagement, ça c'est un métrique qui reste quand même assez intéressant. L'impact sur la performance également. Alors, généralement, on a taux de complétion qui est plus haut, donc je suis content de le voir bas, mais taux de complétion aussi, c'est très biaisé parce que vous avez beaucoup d'apprenants qui vont commencer des cours, qui vont trouver que ce n'est pas exactement le cours dont ils ont besoin et qui vont passer à autre chose. Et donc, eux, ils vont vous faire descendre votre taux de complétion. S'ils font 3 cours avant de trouver le bon, vous allez avoir un taux de complétion de 20%. Mais ce n'est pas le cas, en fait, puisque la personne va compléter le cours à partir du moment où ils ont trouvé le bon. C'est pour ça qu'on aide aussi un petit peu là-dessus à trouver le bon cours en amont. Donc, comment est-ce qu'on trouve les bons métriques? Alors, nous, l'idée qu'on a toujours avec nos clients, c'est... Alors, vous connaissez peut-être Simon Sinek, il a parlé l'an dernier à la Coursera conférence. Moi, j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui est capable de théoriser très facilement des idées très complexes et très rapidement. Et moi, il m'avait changé un petit peu ma vie quand il a été sorti avec ça, c'était en 2013 ou en 2014. Et donc son idée, c'était de dire, OK, les grands leaders dans le monde, en fait, ils inspirent les gens en partant du why. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Quelle est notre mission? Quelle est notre raison d'être? D'accord? Il prenait comme exemple Apple, par exemple, qui ne disait pas on fait des super ordinateurs, ce qui est plutôt le what, c'est ce qu'on fait, mais en disant on challenge le statu quo et on fait les choses différemment, qui est une mission statement. Donc le why, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Après, comment est-ce qu'on le fait? Et à la fin, qu'est-ce que c'est? Donc en partant du why, ce qu'on voit comme process pour trouver les bonnes KPI, c'est dire, OK, on part des business goals, quels sont les objectifs de l'entreprise? Derrière, est-ce qu'on est capable, nous, de lier dans nos activités en tant qu'RH, en tant qu'L&D, en tant que, quelle que soit votre fonction, comment est-ce qu'on est capable d'aider ces business objectifs? Troisième, est-ce qu'on a les données pour faire ce qu'on aimerait faire, pour montrer ce qu'on aimerait montrer? Si oui, où est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Et ensuite, une fois qu'on sait quelles données on a, est-ce qu'on va être capable d'avoir des données qui sont complètement objectives, hein, qui sortent de notre SIRH? Est-ce qu'on va devoir demander à nos apprenants de manière plus subjective avec une enquête pour confirmer les données ou pour les rendre plus larges? Et ensuite, on a les résultats. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus, mais pour vous donner un exemple, c'est un exemple complètement inventé, une entreprise qui aurait ces 4 objectifs. Voilà, vous avez le rapport annuel qui vient de sortir, là, en février. Voici, votre CEO a présenté les 4 objectifs de l'entreprise pour les 3 ans qui viennent. Très bien. OK, comment est-ce que moi, en tant qu'L&D, je prends augmenter part de marché comme exemple, comment est-ce que je vais être capable de lier mon impact à cet objectif-là? On découpe. OK, ça passe par quoi augmenter la part de marché? Ça passe par innover, ça passe par être plus compétitif et ça passe par être capable de mieux utiliser la technologie. OK, nous, en tant qu'L&D, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On peut augmenter la mobilité interne, on peut montrer quelles ont été l'augmentation des compétences tech au sein des équipes, le temps pour acquérir les compétences pour permettre d'aller plus vite que la compétition, et encore une fois ici, compétences technologiques. Donc, c'est juste vous donner quelques exemples. Je vais vous en donner plus. Ça, c'est un vrai projet qu'on a mis en place avec un de nos clients. Quand on a fait donc la méthodologie précédente, on est arrivé avec ces KPI dont on avait besoin pour répondre sur le tier 3. Comment est-ce qu'on va le faire? Quelles sont les données dont on a besoin? Et ensuite, comment est-ce qu'on va les obtenir? Alors, vous voyez que certaines données, il y a des trous. Il y en a certaines qu'on est capable d'avoir de notre SIRH. Je vais prendre par exemple
l'augmentation de la mobilité interne. Augmentation de la mobilité interne. C'est un truc que vous n'avez même pas besoin, on le fait des fois pour nos clients, vous n'avez même pas besoin d'avoir des données en interne pour le faire. Vous pouvez, nous, la façon dont on le fait, c'est incomplet et ça vaut ce que ça vaut, mais sur LinkedIn, vous pouvez avoir un filtre, OK, qui a changé de poste dans notre entreprise ces 12 derniers mois et est-ce que ces gens-là ont posté un certificat de Coursera ces 24 derniers mois? Ouais, juste ça. Et là, vous avez déjà une idée de quelle a été l'influence du learning sur les gens qui ont changé de job et qui ont eu de la mobilité interne. Et évidemment, si vous avez des données en interne qui vous permettent de faire ça de manière plus objective, c'est mieux. Il y a, bon, il faut faire attention à ces données-là. Il y a un exercice qui est très périlleux, parce que ça a l'air très simple et ça l'est, mais il y a un exercice qui est très périlleux, c'est le lien de causalité. Évidemment que les personnes qui vont prendre des cours avaient déjà, avant qu'ils prennent le cours, plus de chances de bouger en interne. Parce que les natural learners vont avoir plus de capacité à être agiles. Donc du coup, forcément, quel est l'impact du learning? Si vous dites, ouais, la plupart des gens qui ont eu de la mobilité interne ont appris, oui, mais c'était déjà le cas. Ce n'est pas forcément notre impact. Donc du coup, il faut faire attention. Et c'est pour ça que faire derrière une enquête subjective, c'est-à-dire aller demander aux apprenants, est-ce que ça a eu une influence sur le fait que vous ayez changé de rôle? Est-ce que le learning, l'offre qu'on vous a proposée, vous a permis de franchir le pas? Ça peut vous permettre d'objectiviser et de réduire le lien de causalité négatif. Et on peut utiliser ça aussi pour les données que vous n'avez pas, d'accord? Et poser la question directement à l'apprenant. Très bien, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez gagné de notre offre learning? Quel partenaire vous a apporté le plus voilà. Et vous pouvez interroger vos apprenants. Alors, là aussi, il y a un biais. Il faut faire attention, c'est que vous allez avoir plus de gens qui vont répondre à cette enquête qui sont des natural learners, d'accord? Donc vous allez avoir des gens qui sont sous-représentés. Donc il faut faire attention de prendre ensuite un échantillon de cette population. Vous n'avez pas utilisé 100% des données qui vont vous être offertes ici. Il faut prendre un échantillon représentatif dans tous les gens qui vont répondre à cette enquête pour avoir des données objectives. Voilà, donc on va finir sur une dernière question sur Slido. Et si vous voulez poser les questions également sur le Q&A, je ne sais pas s'il nous reste du temps. Non, il ne reste pas de temps. Même pas pour une question? Bon. Ok, on ne va pas faire de questions, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que c'était utile. Si vous voulez avoir plus d'informations, notre booth est juste là, derrière. On sera ravis de vous recevoir. Bonne journée à vous. Merci.